Et bonjour à tous et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, dernière vidéo sur un film Évangélion, vu que c'est le quatrième et dernier Rebuild, mais c'est pas la dernière vidéo Évangélion, comme vous le savez. On parlera de son héritage et de qu'est-ce qu'on peut dégager finalement d'Évangélion dans son ensemble. Et donc on va recroiser un petit peu avec ce qu'on a dit sur la série dans les vidéos qui commencent déjà à dater il y a plusieurs mois pour certaines. Donc aujourd'hui, on s'attaque à Evangelion 3.0 plus 1.0 Thrice Upon a Time, sorti le 8 mars 2021 au Japon et le 13 août 2021 à l'échelle mondiale, diffusé sur Amazon Prime. Bon, l'équipe reste globalement la même, hein. On a toujours Hideaki Anno qui supervise, scénariste et tout ça, réalisateur principal, avec Tsurumaki qui est toujours présent évidemment, Mairo Maeda, mais Masayuki lui n'est pas présent pour le quatrième film. On a un autre gars, Katsuichi Nakayama, qui donc va rejoindre un peu cette équipe. Sachant que la vidéo va être très longue, hein, je me doute bien, j'ai pris beaucoup de notes. Déjà le film, c'est peut-être le meilleur moyen de terminer un univers aussi culte avec un film d'animation qui est quand même extrêmement long, qui dure 2h35. C'est l'un des films d'animation les plus longs de l'histoire du pays. Alors bon, il y a 2h25 de contenu plus 10 minutes de générique. Bon, ça fait quand même 2h35 à l'arrivée vu qu'on compte tout. Je crois que les compilations de Space Battleship Yamato sont un peu plus longues. Je crois qu'on arrive sur 2h40 pour elle. On a évidemment la disparition d'Haruhi Suzuyama aussi, qui est un film d'animation qui fait plus de 2h30. Donc là, on est sur les films d'animation vraiment qui sont les plus longs, qui ont été faits au Japon. Et donc, ce dernier film Rebuild of Evangelion rentre du coup, je crois, sur le podium et je crois que c'est le deuxième, hein, derrière les compilations Space Battleship Yamato. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Donc sans plus tarder, parce que j'ai décidé de garder la vidéo en une seule fraction, a priori, normalement ça devrait être une seule partie, on va tout de suite se lancer. Paris, après les événements du troisième film. Paris a été complètement anéanti à cause de ce qui s'est passé il y a 16 ans. Du coup, voilà, les Near Sword Impact et tout ça, voilà, les catastrophes qui ont eu lieu entre la fin du deuxième et le début du troisième film. On se retrouve du coup avec Marie, et la Villoc a pour objectif d'aller récupérer des pièces de l'ancienne division européenne de la NERV, qui sont cachées en plein centre de Paris. Évidemment, ça va pas être aussi simple, combat assez difficile contre différentes évangélions, la 2.4a, et puis après les évangélions 2.4b et la 44c. Ce sont des évangélions donc en pilote automatique, qui n'ont donc pas de pilote du coup, et qui vont tout faire pour empêcher en fait l'équipe de la Villa d'aller récupérer les pièces qui vont servir à la reconstruction de l'unité 02 et d'amélioration pour l'unité 08. Parce que l'unité 02 n'est pas possible d'activer pour le moment. D'ailleurs, sa pilote n'est même pas présente, hein. On rappelle que Asuka est au Japon avec Rei Ayanami, du coup, enfin, une autre Rei Ayanami, si on veut, et Shinji Ikari, évidemment. Donc pour l'instant, Asuka n'est pas avec le reste de la ville. Donc nos trois autres héros, ils sont pour l'instant au Japon, et donc ils sont récupérés par un certain Toji Suzuhara, qui a bien grandi, qui est devenu un adulte et qui va être assez vite rejoint dans cette bande-là par Kensuke. On est au village numéro 3, qui est un village un peu d'accueil de réfugiés un peu de tous les coins du pays. On comprend dans ce film aussi, après tous les événements qu'il y a eu au CERN Impact et à la première tentative du Force Impact, donc à la fin du troisième film, que l'espèce humaine ouais, se compte plus en très nombreux, hein. Il n'y a plus beaucoup d'humains sur Terre. On ne sait pas vraiment combien, on n'a pas trop d'idées, mais avec ces villages, on peut penser que l'espèce humaine se limite peut-être à quelques millions de personnes dans le monde. Ah ouais, là c'est vraiment la catastrophe, hein. Non mais en fait, on ne sait pas vraiment combien il y a d'êtres humains qui vivent sur Terre, mais c'est vrai qu'on est en droit de se poser, en fait, est-ce que la complémentarité a encore un sens, vu que finalement les humains ils sont quasiment tous décédés, quoi. Et, et que justement ces évangélions errantes qui n'ont pas de tête, etc., seraient une sorte de combinaison de certaines âmes humaines qui n'auraient pas retrouvé justement leur enveloppe charnelle individuelle. Des évangélions errantes que l'on maintient à distance grâce à ces énormes piliers noirs et rouges qui ont été installés là par la Villa justement. La Villa aussi avec Credit va réussir à soutenir en vivres et en d'autres équipements le village numéro 3 et les autres villages. On ne montre pas les autres villages, on n'a pas le temps, il y a beaucoup de choses à dire.
Mais le village numéro 3, voilà, on sait qu'il est soutenu par ce groupe-là, et donc avec la villa derrière. C'est quand même très important pour voir qu'en fait, le monde, il est quasiment mort, en fait. Il y a quasiment plus rien, même s'il y a quelques zones de forêt protégées, qu'on essaie désespérément de faire une forme de restauration du monde. En plus de cela, on va avoir du coup Shinji qui va plus du tout parler, pas manger, rien faire, pas réagir. Là, je pense qu'il a compris ses conneries, mais que peut-être que sa réaction, elle est un peu tardive. Asuka qui est évidemment très agressive avec lui parce qu'elle en a un peu marre de ce connard, et on peut la comprendre. Et une Rei qui va découvrir ce que c'est un chien, un chat, un bébé, ce que ça veut dire bonne nuit, bonjour, travailler et d'autres choses comme ça. Des concepts qui ont l'air un petit peu débiles, mais que dans l'apprentissage de Rei, notamment dans le passage où je me souviens très bien où elle est dans ce petit wagon qui sert aussi de bibliothèque, elle fait tomber une patate, etc. Elle dit merci parce une petite fille lui redonne cette pomme de terre et lui tend un livre, elle va apprendre à lire, commence un peu à parler, même si c'est des mots assez simples, à d'autres gens, a des relations avec ses collègues de travail dans les chanderies, où elle se retrouve à plusieurs fois dans la séquence en train de prendre un bain avec elle pour se poser des questions sur ce qu'elle est et du coup lui donner un nouveau nom. Elle va prendre une nouvelle tenue qui est sa tenue d'ancienne écolière, des anciennes versions de Rey. Ça, c'est un peu du fanservice, hein, côté de rappeler des anciennes tenues d'un personnage. Ça, c'est aussi une forme de nostalgie, réactiver de la nostalgie chez les spectateurs et les fans fidèles d'Evangelion. C'est une forme de fanservice, hein. Il n'y a pas besoin d'énormes poitrines pour que ce soit du fanservice, hein. Le fanservice, c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. On va pas rentrer dans le détail exactement de faire la définition, on n'a pas forcément le temps. Mais du coup, toutes ces séquences-là, en fait, qui prennent un peu de temps, hein, voilà, c'est assez long, qui sont échangées par moments entre des périodes où Shinji ne réagit toujours pas et où Asuka finit par craquer et lui faire manger ses portions de force, où on voit que Asuka elle est à la fois triste et en colère contre Shinji, on ne sait pas trop ce qu'elle ressent. Je trouve que la VF est très bien jouée pour montrer cette dualité, où on sent une forme de détresse et de tristesse de Asuka de voir en fait Shinji dans cet état, mais en même temps elle lui en veut énormément, et en même temps c'est assez logique, hein, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente. Que Asuka soit un peu énervée contre Shinji, on peut le comprendre. Et que d'ailleurs ce ne soit pas la seule. Mais du coup, pendant toute cette séquence, en fait, la personne la plus humaine, bah, c'est Rei. Alors vous allez me dire, c'est plutôt un truc assez naturel dans des animés ou des films d'animation qui parlent de science-fiction avec une question avec un personnage qui est pas forcément humain, qui est une espèce de clone ou un androïde, de renverser en fait ce clone ou cet androïde comme étant plus humain que les gens qui ne le sont pas. Et ça date pas d'hier, c'est pas l'animation japonaise qui l'a inventé, ça vient vraiment du cinéma américain. Et même encore plus loin que ça, on pourrait remonter ça à la littérature de manière générale, que ce soit par Asimov ou Philippe K. Dick. Parce qu'évidemment, Evangelion, on n'invente pas grand-chose en faisant ça, mais même si c'est quelque chose de vu et revu, et c'est un classique absolu, dans la science-fiction en général, bah, rappelons que Evangelion son propos principal, c'est pas ça. Le propos principal d'Evangelion, c'est pas parler de la place de l'androïde, etc. C'est une des thématiques d'Evangelion, parce que aussi Evangelion a beaucoup de thématiques. Peut-être pour ça que c'est compliqué un peu à suivre. Mais ouais, vraiment, ce rôle de Rei, de l'apprentissage, etc., de la proximité qu'elle a avec aussi l'enfant de Toji et d'Ikari Opraki, parce que oui, effectivement, il faut préciser que la déléguée de classe a fini par devenir la femme de Toji. Ça, c'était plutôt... En vrai, on pouvait s'y attendre quand même un peu, mais c'est toujours quand même une surprise de voir Toji avec une fille. C'est assez drôle. Et Katsuke qui est de rester le geek à s'occuper un peu de toute la gestion informatique et logistique de la ville. Donc, finalement, ces séquences qui durent très longtemps, mais honnêtement, même s'il se passe fondamentalement pas grand-chose, c'est super intéressant à suivre. Et on voit pas le temps passer. Honnêtement, je vous dis, hein, la séquence, elle dure très longtemps. Tous ces plans-là, etc. Et ça, je mettrais finalement entre le moment où on passe sur Shinji et les Asuka et Rei, du coup, après le combat à Paris, juste au moment où le Wunder redébarque au Japon, pendant ce temps-là, il fait son petit trajet. Et il y a toutes ces séquences-là entre Shinji, Rei, Asuka, Kensuke, Toji, tout ça. Et
ça prend près de 40 minutes dans le film, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça dure 35 à 40 minutes dans le film. C'est énorme, hein, et honnêtement, on s'ennuie pas. Et ça, c'est très fort, parce que fondamentalement, il se passe rien. On n'est pas sur un évangélion où on va se battre, c'est la grosse bagarre, etc. Il se passe pas grand-chose, mais finalement, c'est quand même super beau. Et moi, j'adore ce genre de séquence. L'un des derniers événements qui va se passer avant justement l'arrivée du Wunder, c'est justement la mort de Rey, où Rey va ne plus pouvoir maintenir son état physique parce qu'elle est plus à proximité de la nerve. En fait, elle est plus dans ces cuves-là. Je vous rappelle qu'on a vu des fois, plein de fois dans l'animé et dans les séries de films, Rey qui a besoin d'être dans ces cuves de LCL pour restructurer sa forme humaine. On l'a vu dans The End of Evangelion, justement, avant que le troisième impact soit initié, elle perd un bras parce que sa forme ne se maintient plus. Bah là, c'est exactement la même chose. Alors là, elle perd pas un bras, mais c'est pareil. Elle arrive plus à maintenir sa forme physique parce qu'elle est plus à la nerve. Elle a envie de rester, mais elle ne peut pas. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle finit par mourir devant les yeux de Shinji. Mais Shinji, en voyant cette Rei qui est devenue plus humaine et plus sensible que lui, finalement, bah, ça l'a fait un peu, l'a un peu réveillé. Et lui a donné l'envie de retourner sur le Wunder, malgré le fait qu'il sait pertinemment qu'il va se refaire enfermer, et c'est ce qui va se passer. Il va se refaire enfermer sans le DSS Choker, cette fois-ci autour de son cou, mais voilà, c'est quand même présent. Enfin, il n'a pas le DSS Choker, mais il est quand même enfermé. Mais je pense que ça, Shinji le savait. D'ailleurs, on apprend que le Choker est également autour du cou d'Asuka, et qu'on apprend aussi que Asuka, elle n'est pas humaine. Que les modèles Shikinami, c'est comme les modèles Ayanami, ce sont des clones qui sont faits en série. Alors, on est à quelle version d'Asuka et c'est la combienième Shikinami, c'est très difficile à montrer. Par contre, et c'est bien ça qui m'embête, c'est que ça contredit un peu ma théorie qui disait que c'est Marie qui a piloté l'unité 02. Parce que du coup, ou on pourrait dire, ouais, bah, c'est une autre version d'Asuka, en fait, qui a piloté l'EVA 02 entre 2004 et 2015, avant que cette Asuka-là débarque au Japon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Sauf que, en réalité, ça ne le contredit pas, ma théorie. Pourquoi? Parce que simplement, on va voir Asuka petite fille lorsque va y avoir des flashbacks à la fin du film, on y reviendra. Ce qui montre que Asuka a quand même grandi jusqu'à cet âge-là, comme Rey. Alors après, on pourrait toujours dire oui, mais on l'a recopié, on l'a recloné dans l'âge de sa première mort, comme c'est le cas avec Rey. Mais sauf que Rey, non. Parce que Rey, elle est morte quand elle était petite pour la première fois. Je vous rappelle que il n'y a pas eu de changement par rapport à l'étranglement de la première Rey de Naoko Akagi en 2001. Donc, le truc, c'est que ça ne nous fait pas avancer. C'est que le dilemme en fait de l'EVA 02 et de sa pilote n'est pas résolu parce qu'on pourrait retourner les choses comme ça nous arrange. Et c'est peut-être le problème d'Evangélion. À vouloir trop raconter, il n'y a pas tout qui est tout justifié. Et du coup, il y a certaines choses, on peut les interpréter un peu comme on veut. Et on pourrait dire que oui, Marie a été pilote de l'EVA 02, ce qui justifie pourquoi elle peut piloter l'EVA 02 dans le deuxième film. Et dans ces cas-là, pourrait vouloir dire que Asuka a grandi, que ce soit un clone ou pas, que ce soit un clone qui a grandi jusqu'en 2015 et après on la réutilise et que ce serait que du coup que la première version d'Asuka. Ou alors, bah, il y a eu plein de versions d'Asuka, on a fait des copier-coller de son corps d'adolescente, comme c'est le cas avec Rey. Et dans ces cas-là, la première pilote de l'EVA 02, bah, ce serait Asuka elle-même. Sauf que pour cela, pour valider cette théorie, il faudrait qu'on ait la certitude qu'il y a eu des Asuka précédentes qui ont existé. C'est difficile à montrer. On n'en est pas sûr. C'est la combienième version d'Asuka? C'est peut-être la première, mais c'est peut-être la deuxième aussi, mais pas plus loin. Mais ça pourrait être très bien la huitième en fait. Mais c'est juste qu'on n'a pas d'éléments qui le prouvent ou qui montrent que c'est faux. On pourrait dire n'importe quoi. Est-ce que c'est forcément la deuxième? Parce que c'est vrai qu'il y a un passage dans le cockpit où elle va voir une autre version d'elle-même passer, qu'on pourrait s'imaginer que elle, c'est l'Asuka originale, mais c'est peut-être du coup sa maman. C'est peut-être l'Asuka originale qui sert de copie, comme Yui Ikari qui sert de modèle de copie à Rei. Donc finalement, ça veut rien dire et ça nous avance pas. Donc est-ce que Asuka est sur sa première version? Est-ce que c'est sa deuxième version ou une version plus lointaine? Et est-ce que du coup ça contredit ma théorie qui voudrait que Marie a été la première pilote de l'EVA 02? En fait, la réponse est non à chaque fois. On ne sait pas. Mais est-ce que ça pourrait vouloir dire que ça a toujours été Asuka la pilote de l'EVA 02, sous différentes formes?
rien ne dit que c'est faux non plus. Donc c'est vraiment un gros problème d'Evangelion. C'est qu'on ne peut pas afficher une vision de l'univers qui est fixe et précise et en disant ça peut pas être autrement. Vous voyez bien que ma théorie sur Marie fonctionne, mais celle de Asuka qui sont des copies les unes après les autres comme Rei fonctionne aussi. D'ailleurs, Marie va dire plus tard à Asuka qu'elle est humaine aussi. Marie dit qu'elle est humaine. Enfin, Marie dit à Asuka qu'elle est humaine. Donc, est-ce qu'elle le dit pour la rassurer, en lui mentant? Ou est-ce qu'elle sait très bien qu'en réalité c'est un peu plus compliqué que Rei et que finalement les conditions de la création d'Asuka sont assez compliquées? On va refaire venir la conception d'Asuka dans le manga qui est a priori de naissance in vitro, mais qui a un donateur de sperme du coup d'un père humain qui a existé, ce qui n'est pas le cas de Rei, donc finalement son cas est un peu différent. Mais ensuite Gendo va nous dire que en fait non, les modèles Shikinami c'est les mêmes que les modèles Ayanami. Donc on doit croire qui en fait? Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on n'a aucune preuve qui nous dit que Asuka est humaine et aucune preuve qui nous dit qu'Asuka est un clone. Ou plutôt qu'il n'y a aucune preuve qui prouve que l'autre côté a tort. C'est-à-dire que les arguments qui appuient que Asuka est un clone ne contredisent pas qu'elle soit humaine. Et celles qui disent qu'ils sont humaines ne contredisent pas l'autre côté. Il aurait fallu être clair et expliquer mieux le background d'Asuka parce que en fait on n'a pas trop idée et on est assez flou en fait là-dedans. Donc reprenons. On est donc dans le Wunder avec du coup Asuka et Shinji qui sont revenus, Rei qui est morte. On apprend que Rei en fait c'était sa 6e version. Alors on a dit que c'était sa 3e version, mais Fuyutsuki va nous dire que c'en était sa 6e. Et qu'a priori la Rei qu'on va revoir avec les cheveux longs à la fin du film ce serait la 7e Rei. Alors évidemment ça veut dire que bon bah il y a des Rei qui nous ont pas été montrés. Qui ont été du coup présentes probablement pendant l'ellipse entre le 2e et le 3e film, ça c'est très probable. Donc j'ai dit que c'était la 3e, mais en fait, vous voyez bien que le film va nous afficher des choses qui viennent en contradiction avec ce qu'on aurait pu dire avant. Donc, ce Wunder va poursuivre le QG de la Nerve, qui transporte l'EVA 13 pardon, et se dirige droit vers l'endroit du second impact, pour réinitier le Force Impact, et, ce qu'on apprendra plus tard, l'Additional Impact. Donc ça, on expliquera plus tard ce que c'est, même si en fait le film ne l'explique pas non plus très clairement, donc on va y aller un peu en roue libre, hein, comme d'habitude. Hein. Evangelion ne nous donne pas toujours toutes les pistes pour comprendre. Donc on s'apprête du coup au combat, le Wunder s'apprête à intervenir, et les VA 08 et 02 vont bientôt intervenir également. Juste avant d'aller dans leur EVA, Asuka et Marie passent à aller faire un petit coucou à Shinji, et Asuka demande en fait à Shinji pourquoi, à son avis, elle lui en veut. Et Shinji répond correctement à cette question en disant à cause en fait des événements qui se sont passés avec l'unité EVA 03 et que Shinji n'a pas pu intervenir. En fait, ce qu'aurait aimé Asuka, c'est que Shinji l'élimine, détruise tout et tue Asuka pour empêcher sa souffrance. Alors, cette souffrance, on ne sait pas vraiment à quoi elle est due, mais vous inquiétez pas, ça pour le coup, ce sera expliqué. Et d'où vient ce mal-être-là? Ça viendra justement au moment où Asuka sera face à l'EVA 13 dans quelques dizaines de minutes plus tard. Le Wunder donc décide d'intervenir, mais se fait intercepter par un autre vaisseau qui ressemble beaucoup au Wunder. Alors, j'ai pas noté les noms des des 3 autres vaisseaux Wunder. Ils sont dits par Itsuko à chaque fois, mais je me rappelle plus des noms et je pense on va passer outre. Peu importe. Le deuxième vaisseau force le Wunder à aller plonger. Donc en fait, le premier vaisseau c'est le Wunder, donc on va l'appeler le deuxième vaisseau, force le Wunder à plonger, et pendant qu'un troisième l'intercepte. Alors que le Wunder est en train de traverser les champs des Eva infinis. Alors les Eva infinis, en fait, ce sont des réceptacles, comme son nom l'indique, infinis, pour recevoir le maximum d'âmes possible. Autrement dit, ce sont les réceptacles des âmes humaines qui vont être utilisés lorsque le 4e impact sera accompli. S'il est accompli, évidemment. Ça fait donc partie des outils de la complémentarité de l'homme. Misato arrive à esquiver le 3e et finit par réussir à envoyer ces espèces de porte-avions qu'ils ont apportés comme espèce de missiles pour... enfin, pas des porte-avions, des destroyers plutôt, comme espèce de missiles pour aller attaquer le QG de la Nerve où l'EVA 13 se situe. L'objectif étant de détruire l'EVA 13 en fait simplement. On envoie du coup pour cela, après avoir ouvert la brèche,
Marie et Asuka qui vont passer à travers le champ de nid des évangélions marque 07, qui sont donc celles avec un crâne à la place de la tête, euh, que bon bah je sais pas combien Asuka va en exploser, mais pas mal, avant que justement Asuka et Marie arrivent sur ce QG de la nerve et se fassent attaquer par des bras d'Eva 01. C'est n'importe quoi. Oui, c'est aussi peut-être les 444C, celle-là. Et je crois qu'on dit pas leur nom, mais c'est peut-être les 444C, les marques 444C. Oui, la Nerf possède des millions d'évangélions, hein, c'est un truc de fou. Ils en ont plein. Et du coup, Asuka va descendre dans là où l'Eva 13 repose. Elle essaye de le planter avec son arme, mais un Native Field empêche Asuka d'aller tuer l'Eva 13. Et cet Field, c'est pas l'Field de l'Eva 13, mais c'est l'Field de l'Eva 02, qui se retourne en fait contre Asuka. Pour remédier à ça, et c'est là où on en vient au mal-être et à la souffrance d'Asuka, Asuka va libérer l'ange qui est en elle. Alors vous allez me dire, wait, quel ange? Eh ben c'est le 9e. Ce 9e ange, je vous rappelle, c'est l'ange qui a attaqué Asuka dans l'Eva 03. C'est donc l'équivalent de Badriel dans l'animé. Sauf que l'ange, en fait, n'a jamais été extrait d'Asuka et est toujours dans son corps. Pour un peu maintenir cet équilibre, on lui a mis ces espèces de piliers noirs et rouges en miniature dans son crâne. Et pour extirper cela, bah, elle arrive à faire sortir ce pilier, c'est assez crade, par son œil, qui donc était caché par ce fameux bandeau, ce qui libère la puissance de l'ange et lui permet de percer son propre Field. Et avec cette Asuka Ange qui arrive à percer l'Field de son unité 02, ça réveille l'unité 13 qui étrangle d'une certaine façon l'unité 02, et l'ancienne version d'Asuka qui était donc peut-être sa mère qui était présente dans l'unité 13, je me demande comment, on n'a pas l'information de comment ça a pu arriver, mais bon, Gendo a l'air d'avoir beaucoup d'outils, arrive à récupère Asuka et l'absorbe dans l'Eva 13, tandis que l'ange est conservé dans l'Field, dans la plug, avant d'être récupéré par l'unité 13, qui va être broyé de ses crocs devant Misato et les autres un peu plus tard dans le film. Et donc c'est ça qui va tuer finalement définitivement le 9e ange. C'est donc l'unité 13 qui va tuer le 9e ange. Et Asuka est donc sous un état assez questionnable à l'intérieur de l'Eva 13. On n'a pas plus d'informations pour l'instant et on la retrouvera un peu plus tard, notre Asuka. Quoi qu'il en soit, pendant ce temps, Gendo Ikari s'est retrouvé sur le Wunder, qui s'est fait pendant ce temps-là empaler par le 4e vaisseau, et donc le Wunder ne peut quasiment plus rien faire. Et puis en plus de cela, s'est fait envahir et pirater par des filaments bleus qui sont envoyés par l'unité Mark 09, l'ancienne Évangélion de Rei Ayanami, qui est a priori toujours pilotée par une Rei Ayanami, vu que, bon bah Rei, on rappelle qu'il y en a des centaines de copies, hein, c'est du copier-coller, hein, voilà. D'ailleurs, peut-être que la 4e et 5e version de Rei sont peut-être toujours dans ces EVA-là, parce qu'il y a aussi les Mark 10, Mark 11 et Mark 12, enfin... on n'a pas les informations, on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est une Rei Ayanami qui pilote ces quatre évangélions-là, mais on sait que la Mark 09 était pilotée par Rei, donc on peut supposer que c'est que des Rei Ayanami qui pilotent ces 4 évangélions, qui sont donc ou alors c'est peut-être des évangélions automatiques, hein, qui sont donc des évangélions du modèle Hopfer, et sont donc celles que l'on appelle aussi sous le nom des vaisseaux d'Adam. Et 4 Hopfer, 4 vaisseaux d'Adam, 4 Adam. Évidemment, s'il y en a 4 à chaque fois, c'est pas un hasard. Les 4 Hopfer sont en fait chacun un vaisseau d'Adam qui, donc, pour l'un des Adam initiateurs. Et s'il y a 4 vaisseaux qui ont été prévus, avec le Wunder, plus les 3 autres qui ont été gardés par la Nerve, 4 vaisseaux, 4 lances, 4 Adam, 4 Évangélions Hopfer, je pense que vous avez compris l'idée. On est sur une petite symbolique du chiffre 4. Et qu'évidemment que tous ces éléments qui sont présents 4 fois ont un peu des liens les uns avec les autres. Et c'est ça qui va finalement, en fait, simplement créer le 4e impact. Oh bah tiens, le 4e impact. Encore. Alors que finalement, on aurait pu l'appeler le 5e techniquement. Mais non, c'est le 4e. Allez.
Et donc, comme je le disais, on a du coup Gendo qui se retrouve sur le Wunder. Et on voit vraiment ce qu'il a fait de lui-même. Il a renoncé à son humanité, vu que bah, il se prend 4 ou peut-être 5 balles dans la tête par Ritsuko. 4, je crois. Et ça va bien, pas de problème. Il ramasse un bout de sa cervelle qui est tombé à côté. It's fine. Non, mais c'est bon, vous inquiétez pas. Donc, voilà, on voit que Gendo, bah, c'est devenu un espèce de dieu, si on veut, et il veut, bah, encore une fois, pour pas changer, créer le plan de complémentarité de l'homme, initier le quatrième impact, gna gna gna, on a compris, change de disque au bout d'un moment. Toujours suivi par le fidèle Fuyutsuki, évidemment. Gendo Ikari va donc récupérer l'unité 01, qui n'a plus de jambes et plus de bras, pour le moment, et part avec l'unité 13 qui justement derrière lui broie l'entry plug d'Asuka et qui tue définitivement le 9e ange, comme je disais juste avant. Et donc ils s'en vont direction le Gold Gotha, du coup, dans l'univers interdit, au fond du vestige du second impact, où Shinji ira le retrouver dans quelques instants. Shinji demande du coup de pouvoir avoir le droit de faire tout ça, et le demande auprès de Misato. Sakura essaie de lui en empêcher et va tirer une balle, même carrément, mais va toucher Misato. Finalement, Sakura et toute l'équipe acceptent que Shinji reprenne ça, parce que Shinji est à la fois le sauveur, mais aussi le destructeur de ce monde. Shinji a fait des bonnes choses et des mauvaises choses. Et on accepte finalement, parce que peut-être qu'il n'y a pas trop le choix non plus, de remettre ce destin dans les mains de Shinji. Un peu risqué, mais bon, est-ce qu'ils ont vraiment le choix? C'est donc Mari qui va aller récupérer Shinji et va l'embarquer pour aller suivre l'unité 13. Sachant que pendant ce temps-là, Mari, elle a absorbé l'unité marque 09, dont on a parlé tout à l'heure, et que donc c'est l'unité 08 plus 09, si on veut. L'unité 8 plus 9, si vous préférez. Et donc, elle va descendre avec lui, et va lui dire qu'elle viendra le chercher quoi qu'il arrive à la fin du récit. On la retrouvera à la fin, évidemment. Shinji se retrouve du coup dans le cockpit de l'unité 01, retrouve une autre version de Rei qui, on dirait, a des souvenirs de sa Rei précédente et accepte de laisser les commandes à Shinji, qui va pouvoir s'extirper de l'emprise de l'unité 13 et engager le combat avec son père. Un combat équilibré qui va prendre place dans plusieurs endroits différents qui sont en fait les souvenirs de Shinji. Que ce soit dans la ville, dans l'appartement de Misato, dans la salle de classe, dans l'appartement de Rei, et j'en passe. Il y a beaucoup d'endroits qui sont reconnaissables et des séquences de l'animé que vous reconnaissez, forcément. Et tout ça, c'est dit parce que c'est les souvenirs de Shinji, parce qu'on est dans ce monde imaginaire quantique qui peut imaginer littéralement ce que tu veux. D'ailleurs, ça c'est imagé directement par l'évangélion imaginaire, qui est un concept qui est difficile à appréhender, que Shinji voit sous la forme, sous la forme pardon, d'une Lilith noire, mais en fait, c'est pas une Lilith noire, en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un sucre d'orge, ça peut être un sapin, ça peut être un écureuil si vous voulez. En fait, ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est juste que Shinji la voit comme ça. Parce que Shinji, je vous rappelle, a vu Lilith sur cette croix. Donc, vu qu'il a le souvenir de cette croix, il imagine une Lilith. La question est de savoir pourquoi il l'imagine noire et pas blanche comme il l'a vu. Ça, c'est une très bonne question. Et à vrai dire, j'ai pas la réponse. Ah bah là, ça reste une part de mystère. Et là, faudrait rentrer dans la tête de Shinji. Et vu que c'est pas explicitement dit ce qui se passe dans la tête de Shinji à chaque fois, ou en tout cas pas toujours de manière très claire, eh ben on peut pas en être bien sûr. On peut pas affirmer pourquoi. D'ailleurs, quelques instants plus tard, Lilith va recevoir des lances et va redevenir blanche comme avant. Ce qui va former finalement l'Additional Impact et monter dans les cieux sous la forme d'une tête d'oreille qui fait réel. Posez pas de questions, c'est totalement normal. Une tête d'oreille réelle. Une forme de dire, et ça se confirmera par les discours qu'il faut bien écouter parce que c'est très important en fait d'écouter ce qui se dit, que cette représentation de Rei humaine, si elle ressemble à un visage d'un être humain dans cette séquence, c'est justement pour rappeler que le Dieu ultime en fait de ce monde, c'est pas Dieu dans le sens du créateur tout-puissant comme on l'entendrait dans une religion, mais plutôt dans le sens du créateur, et donc c'est qui le créateur? C'est Anno, ou l'équipe en fait. En fait, les créateurs, c'est ceux qui ont créé Evangelion. Et d'ailleurs, cette idée de s'extirper de ce monde de création
va s'exprimer plusieurs fois dans la fin du film. Et la première fois, c'est justement dans ce combat entre Gendo et son fils, entre l'unité 01 qui symbolise l'espoir et l'unité 13 qui symbolise le désespoir, où on va avoir encore une fois des plans avec des caméras, des fonds de décors de cinéma, qui sont justement là pour nous inviter qu'on est dans une pièce de jeu. Et oui, que Evangelion est un univers fictif. Le fait qu'un animé soit un univers fictif, ça c'est pas trop le scoop du siècle, mais le fait que l'animé le dise directement au sein de son œuvre et utilise cet élément comme élément scénaristique de l'œuvre, ça c'est quand même relativement rare. Il y a très peu d'exemples dans l'histoire de l'animation japonaise qui ont fait ce genre de choses. Et c'est-à-dire de détruire en fait les frontières entre le monde réel et le monde fictif en suggérant une forme de divinité qui serait en rapport avec justement les dieux et les créateurs. Et ces dieux et ces créateurs, en fait, ce sont nous. C'est nous. C'est les êtres humains qui créent Evangelion. Alors, c'est pas moi personnellement, mais c'est ceux qui créent Evangelion. Ça aurait pu être d'autres humains, peu importe. Et cette idée est peut-être reprise d'une certaine façon dans Recreators. J'adore parler de cet anime parce que je le trouve forcément extrêmement génial. Peut-être que Recreators n'est pas allé aussi loin dans les délires parce que Recreators ne parle que de ça, que de cette thématique, alors qu'Evangelion parle de beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc, ouais. C'est donc dans cette représentation de la réalité et donc de la superposition des humains qui sont en fait des œuvres fictionnelles face à des dieux qui sont en fait les créateurs de notre réalité à nous, du monde réel, cette superposition est juste formidable et ça nous rappelle forcément l'épisode 26 d'Evangelion où on avait déjà cette première idée, ainsi que la fin du manga dont j'ai déjà parlé. Intéressant donc. Après tout ça, on a aussi Marie, encore une fois, encore elle, qui va retrouver Fuyutsuki. Fuyutsuki qui va lui dire gentiment de faire un peu ce qu'elle veut, avant de disparaître en tant que LCL. Mais ce qui est important, c'est de réappuyer cette séquence pour dire que Marie et Fuyutsuki se connaissent de longue date. Ça a été confirmé dans le manga comme je l'ai dit, mais ça va être aussi confirmé plus tard dans le film avec les souvenirs de Gendo quand il va parler justement à son fils, quelques instants plus tard. Où Gendo va justement dire à Shinji qu'il était comme lui à la base, comme son fils, voulait s'isoler du monde, un vrai otaku. L'enfer, c'est les autres, Jean-Paul Sartre, c'est directement dit en fait par Gendo dans le film en soi. Et cette génération otaku, c'est un peu une dénonciation. Gendo est en fait un otaku, quoi, qui se renferme sur lui-même et qui va ne pas réussir à créer de lien avec les autres, jusqu'à ce qu'il tombe sur cette fameuse Yui Kari, et puis toute cette bande avec Fuyutsuki et Mari que l'on voit dans ces souvenirs-là, c'est pas notamment un hasard, et explique que Yui était la seule personne qui lui a permis de comprendre que les autres, c'est quelque chose qui peut être positif. Et à la mort de Yui, Gendo ne l'a jamais accepté. Et n'a jamais pu revenir à sa solitude, sa vie de solitude passée, parce que l'absence de Yui lui faisait trop de mal. Et c'est là qu'il a décidé de créer les Ayanami, la série des Rei Ayanami, pour revoir sa femme. Mais ça ne lui suffisait pas, du coup il a initié en fait tout ce plan de complémentarité, et en plus des textes de la ZLE, a ajouté ce qu'il appelle l'additional impact, qui est la possibilité de revoir sa femme pour une dernière fois. Et pas pour une dernière fois, mais pour l'éternité, en fait. Donc oui, Gendo Ikari, c'est en fait, en résumé, pour simplifier tout ce qui a été dit, un otaku solitaire très égoïste. Voilà, c'est une façon rapide et simple de décrire en fait tous ces passages de souvenirs de Gendo. Gendo dit aussi que Shinji c'était comme un fardeau pour lui, sympa pour son fils, et qu'il a préféré l'abandonner pour laver ses erreurs. Alors laver ses erreurs de quoi, je sais pas trop, mais c'était une façon de s'éloigner et d'être de nouveau seul et de penser plus qu'autour de sa femme. Donc pourquoi ne pas avoir gardé son fils? Et c'est que trop tard que finalement il va se rendre compte que Yui Ikari s'est rematérialisé dans son fils. Ce qui va être dévoilé à la fin lors de l'une des ultimes scènes du film. Donc ouais, c'est Gendo, voilà, c'est un égoïste clair et net, qui a été brisé dans sa vie et qui n'a jamais reçu l'amour de ses parents, donc peut-être que ça sent aussi un peu le vécu, et finalement que Gendo Ikari est peut-être en fait le personnage qui représente le mieux Hideaki Anno.
et nous qui pensions que c'était beaucoup plus Shinji, peut-être que Gendo est plus proche de raconter ce que Anno a vécu. Alors, je ne crois pas avoir vu dans mes informations que les parents de Gendo, pardon, les parents d'Anno étaient des tortionnaires, je ne crois pas, mais on sait que son enfance était difficile, notamment par un père qui a été amputé d'une jambe à cause d'un accident de travail. Et c'était assez compliqué apparemment la vie à la maison. Où son, son père a considéré l'existence de son fils comme un problème. Et ça, le petit Anno, le petit Hideaki, l'a toujours senti. Forcément, peut-être que ce passage de l'enfance l'a un peu marqué et s'est reflété à travers le personnage de Gendo Ikari. Et de Shinji Ikari, c'est un peu les deux à la fois aussi. Cette complémentarité entre Gendo et Shinji. On rappelle que pendant ce temps-là, Marie bouffe les trois autres évangélions Hopfer, la marque 10, la marque 11 et la marque 12, et va donc avoir son évangélion 8 plus 9, plus 10, plus 11, plus 12. Après tous ces discours justement entre Shinji et Gendo, où les deux finissent finalement peut-être par se comprendre, et Shinji n'a plus mal, ne ressent plus la tristesse ni rien, on le voit avec le discours avec Kaoru, où Kaoru était finalement le pilier central de la justification que l'univers d'Evangélion se répète à l'infini, où Kaoru tient le même rôle à chaque fois, que Kaoru est en fait ce messager entre les dieux et les hommes. Mais en fait, c'est pas entre les dieux et les hommes, c'est le messager entre les créateurs et les créations. Et Kaoru est ce genre est le personnage qui est un envoyé en fait des dieux, qui est un envoyé en fait des créateurs vers leur création. Alors c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est comme ça qu'Aoru a été imaginé, et c'est comme ça qu'on le justifie, notamment à la fin avec ces séquences un peu souvenirs, pseudo-souvenirs, dans la conscience de Shinji toujours, entre Kaoru et Ryoji Kaji. Et puis pendant ce temps-là, évidemment, Misato est rentré avec la lance de Gaius, qui a été créée par le Wunder, et grâce à Ritsuko Akagi, et sachant que tous les autres membres de l'équipage de Wunder se sont barrés, sauf Misato, le Wunder va exploser, poum, plus de Misato, Misato est morte, et la lance de Gaius revient du coup à Shinji. La lance de Gaius, elle ne pouvait qu'exister sans la lance de Longinus et la lance de Cassius. Ce n'est pas la lance de l'espoir, ce n'est pas la lance du désespoir, c'est la lance de combinaison, la lance de la volonté, comme on l'appelle. Oui, bon, les noms sont un peu aléatoires, on va pas se mentir, mais c'est cette lance qui va permettre en fait à Shinji de vouloir se donner la mort, mais sauf que sa mère, mais ça ne change finalement rien à la finalité du film, sa mère l'empêche de le faire et prend sa place dans l'EVA 01 et se suicide avec l'EVA 13 et donc Gendo Ikari. Et Yui et Gendo finissent ensemble et finalement Gendo a atteint son rêve. Gendo et Yui se retrouvent et les deux unités 01 et 13 meurent ensemble avec la lance de Gaius. Yui, qui était au cœur de Shinji pendant tout ce temps, attendait ce moment pour sauver son fils et lui permettre de continuer à vivre. Un peu comme ce qu'on avait vu dans le manga également. Et donc, Shinji peut ressortir et toutes les unités, sauf les unités 08 à 12, sont détruites par cette lance de Gaius en même temps que ce soit les marques automatiques ou les unités 02, 04, 03 ou même la 05 ou la marque 06 qui avait disparu depuis longtemps. Donc même les unités évangéliques qui ont été détruites vont être redétruites en fait par cette séquence-là. Mais avant de parler de la séquence finale où Shinji va retrouver Marie, il faut revenir sur le point que je disais où on a eu cette Asuka petite qui avait des souvenirs avec une poupée géante qui était en fait Kensuke au sein de ce déguisement de poupée. Alors ça, je pense que c'est du délire de vision de Shinji, que ça, c'est pas réel. Faut pas considérer que c'est un élément du lore et que Kensuke a fait partie de l'enfance de Asuka, sachant que Kensuke était déjà adulte à ce moment-là. Ça n'aurait aucun sens chronologiquement, donc non, laissons cette idée de côté. Mais ce qui est important, c'est de montrer que Asuka, enfant, avait vu Shinji, enfant, qui était à l'époque encore avec sa maman, avec Yui. Et d'une certaine façon, Asuka a développé une certaine forme de jalousie envers Shinji, d'avoir toujours une famille qu'il aime. Mais après, bon, bah, Yui va mourir et Gendo va le rejeter. Bon. Et après, ils vont plus se ressembler. Donc, ça va créer ce dévoilement de l'amour que Shinji avait pour Asuka et que Asuka avait pour Shinji aussi, à travers cette fameuse séquence où on retrouve Asuka dans ses vêtements déchirés, au bord de la mer Rouge, enfin la mer rouge de couleur, hein, pas la mer Rouge en Égypte, la mer de couleur rouge,
qui ressemble énormément à la fin de The End of Evangelion d'ailleurs. C'est un petit fan service aussi, ce point-là, de faire revenir cette séquence culte de The End of Evangelion par son incompréhension qu'elle avait donnée. Et grâce à cette séquence et cette ouverture d'esprit de Shinji envers Asuka, Asuka peut enfin être plus tranquille, se réveiller réellement et sortir de l'Eva 13 en étant expulsée à travers son triple hug et revenir dans le monde extérieur. Et donc Asuka va bien et n'est pas morte. S'ensuit du coup le suicide de toutes les Évangélions avec Yui et Gendo, et Shinji va être au bord de la mer avec ces fameux dessins préparatoires de la mer bleue qui redevient bleue, comme pour suggérer que Shinji a enfin réussi à recréer un nouveau monde possible. Marie sort de l'unité 08, qui saute dans l'eau, et l'unité 08, plus 9, plus 10, plus 11, plus 12, toutes ces Évangélions sont détruites aussi, et toutes les Évangélions n'existent donc plus dans le monde. C'est la Neon Genesis, la nouvelle génération, le nouveau monde sans les Évangélions. C'est plus la Neon Genesis Évangélion, c'est le Neon Genesis. Point. Quelques instants plus tard, on se retrouve dans une gare avec un Shinji adulte qui regarde de l'autre côté de la voie et voit une Rei et un Kaoru qui discutent ensemble et qui sont également adultes. Marie arrive derrière Shinji et lui cache les yeux comme elle a déjà fait dans le film. Marie se retourne vers lui et lui enlève le DSS Choker que Shinji porte toujours et qui est le dernier vestige du monde passé. Les deux se tiennent par la main, s'en vont l'un avec l'autre dans les escaliers vers la gare, vers ce monde inconnu. Et on les voit pour la dernière fois courir dans une prise de vue réelle, en live action, où on voit nos deux personnages animés dans ce plan de live action avant que les plans live action continuent un peu au large, autour de quelques quartiers de Tokyo. Je ne sais pas à quel endroit ça a été filmé, mais peu importe. Avant que le générique, avec la magnifique musique d'Hikaru Utada, One Last Kiss, se déclenche et mette un point final à l'univers Évangélion pour l'éternité. Et cette séquence nous montre une chose. Non seulement les Évangélions ont été détruites, enfin, donc pas une chose, mais plusieurs choses. Non seulement les Évangélions ont été détruites, Shinji a pu grandir, la malédiction des Eva a été levée. On n'a pas vu Asuka et c'est peut-être dommage de ne pas avoir vu Asuka dans cette séquence parce que là aussi on aurait pu confirmer si elle était devenue plus grande et plus dans le physique d'une femme. Ça aurait confirmé encore plus cette théorie, mais je pense que c'est suffisant avec les personnages qu'on a vus, notamment avec la gueule de Shinji qui a beaucoup évolué. Nous montre que du coup les Évangélions en fait n'ont jamais existé du coup, vu qu'ils n'ont pas de la malédiction des Eva, parce que quand tu montes dans une Eva, tu l'as pour toujours, donc là elles n'ont jamais existé. Donc on est dans un nouveau monde, un Neon Genesis, et on est même plus que dans un nouveau monde, on est dans le monde des dieux, le monde réel, celui qui est en prise de vue réelle. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le live action a été choisi pour illustrer ça à la fin. C'est pas totalement hasard non plus. Et on rappelle qu'on l'avait déjà fait dans The End of Evangelion, et que ce renouvellement de l'univers a été déjà suggéré à la fin du manga et également dans l'épisode 26 de la série originale. Donc oui, je maintiens ça de manière certaine, Evangelion est un cycle infini qui se répète, en tout cas jusqu'à sa fin. Et la façon dont on a trouvé de s'extirper de ce cycle, c'est cette destruction de toutes les Évangélions et grâce à Marie aussi, d'avoir arrêté tout cela et d'avoir permis à nos personnages de s'extirper de ce monde fictif pour aller dans notre réalité. Et une façon d'entériner et de poignarder jusqu'à la mort, vraiment, l'univers Évangélion pour lui dire que c'est fini. Là, cette séquence est vraiment là pour clouer le cercueil d'Évangélion. Vraiment de terminer, c'est le passé aujourd'hui et arrêter de nous faire chier. C'est-à-dire que Évangélion ne peut pas avoir de suite. Si un jour Évangélion a une suite, alors là, on a eu un court-métrage de 10 minutes qui expliquait ce qui s'était passé entre le deuxième et le troisième film. Donc là, c'est pas une suite, c'est plutôt une explication, une précision. Mais si un jour, plus tard, on a un autre truc Évangélion qui sort et qui ne rentre pas dans un entre-deux films, si on veut, sachant qu'entre 1 et 2, ça n'a aucun sens, et entre 3 et 4 non plus, ce serait plutôt entre 2 et 3, et là, en l'occurrence, c'est déjà fait. Un après-quatrième film, c'est inenvisageable. On ne pourrait pas reprendre Évangélion. Évangélion ne peut pas être repris. Évangélion a dit son dernier mot, c'est terminé. Et donc, Anno a réussi d'une certaine façon à nous faire comprendre que la religion
qui a été mal compris comme thème de l'animé, vu qu'on l'a dit, la religion n'est pas un thème de l'animé, ce sont des références. Les références n'ont pas aidé les gens qui ont compris en fait l'image de Dieu telle qu'on l'entend dans la série comme euh, le Dieu d'une religion, vu que les références religieuses en fait appuient cette idée. Mais sauf que c'est faire erreur, parce que ces dieux-là, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des dieux religieux, mais ce sont des créateurs, des gens qui créent, des kami qui créent, des... c'est donc Anno, le dieu. Le dieu d'Evangélion, c'est Anno. Ben oui, c'est lui qui l'a créé. Et il a réussi à finaliser son univers en faisant quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, à part Recreators, même si le... Voilà, c'est un peu... Ouais, c'est un peu compliqué. Je vous invite à voir cet animé, il est juste génial, hein. En plus d'avoir un regard sur l'ensemble de l'animation japonaise, c'est obligé qu'il y aura une vidéo un jour sur cet animé sur cette chaîne, c'est obligatoire. Je vois pas comment on pourrait ne pas en parler, j'en parle déjà tellement souvent. Et ben Anno réussit à conclure cela en mettant un point final à un univers tout entier qui nous a offert plusieurs possibilités et plusieurs ouvertures différentes à son histoire. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film d'animation. Alors, on va parler d'un film d'animation du début du 21e siècle, d'un immense réalisateur, très bon réalisateur, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Et en plus, je crois que c'est un film qui fera plaisir à l'un des commentaires qui a été laissé sur la chaîne, sur une vidéo. J'en dis pas plus. Oui, on peut le dire définitivement. Thank you, all of Evangelion. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.